Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 23 août 2025 et nous sommes heureux de vous retrouver à cette émission. Mais je profite déjà de l'occasion pour vous informer, pour vous sensibiliser qu'au-delà de l'émission Grand Angle, au-delà de mes interventions sur le droit des savoirs, nous avons lancé une autre démarche, un webinaire. On en a fait un le 12 août. On projette d'en faire un le 12 septembre. Du président Pascal Lissouba n'est pas en conformité avec la loi. Mais il fait comme il se comporte comme si cela ne le touchait pas. Donc la Constitution, c'est leur volonté. Et j'ajouterai à ça le fait que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, n'est pas en conformité avec la loi. Et sur ce point, je tiens à être clair, parce qu'il n'est pas en conformité avec les lois et règlements de la République et la Constitution, tout simplement parce que depuis 2002, il n'a jamais déclaré son patrimoine. C'est sur ces mots que je voulais terminer ces propos liminaires. Et je pense que nous aurons l'occasion d'avoir un échange très, très intéressant. Merci. Merci, M. Clément Mirassa. Je pense qu'il y a M. Georges Goma qui souhaiterait poser une question. Qui la pose? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je vous entends très bien. Bonjour, M. Clément Mirassa, et bonjour à l'assistant. Je vois bonjour, M. Oui, une assistante derrière vous. Merci de nous offrir cette occasion d'échanger avec vous. Vous êtes un acteur prominent sur la scène politique au Congo. Les Congolais ont pris l'habitude de vous écouter, de vous voir et de cerner un peu votre vision politique. Je pense que cela va sans dire. Alors, la toute première question que je vais vous poser là, et je me permettrai de poser la deuxième. Mais répondez d'abord à cette première question. Est-ce que vous pensez que le régime au Congo-Brazzaville est un régime démocratique? La question semble simple, mais j'ai besoin d'une réponse à cette question. Est-ce que nous sommes face à un système démocratique au Congo-Brazzaville? Merci bien, M. Goma-Georges, pour la question. Mais la réponse est toute simple. Il suffit de se référer à l'indice de démocratie, qui est calculé au plan mondial. Et quand vous prenez Monsieur Mirassa, répondez-moi oui ou non. Mais je réponds à votre question. Oui, parce qu'après, la discussion viendra dans ce qui va suivre. Non, j'arrive, je réponds à votre question. Très bien, allez-y. Laissez-moi m'exprimer, parce que je suppose qu'il y a la liberté d'expression au cours de notre émission. Donc, j'étais en train de vous dire que l'indice de démocratie qui est calculé au plan mondial est clair. L'indice de démocratie du Congo actuellement est de 2,79 sur 10. Et le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. C'est quoi le webinaire? C'est une conférence en ligne où je fais un exposé et où que vous soyez, si vous êtes connecté, le lien vous sera communiqué, mais vous pourrez poser n'importe quelle question qui vous intéresse et on essaiera de vous apporter la réponse. Donc, nous projetons cette prochaine rencontre pour le vendredi 12 septembre à 18h. Nous osons espérer que vous serez très nombreux à suivre l'émission, à vous connecter et pour qu'on puisse échanger. Donc, je crois que c'est la nouvelle et à chaque fois, nous allons, d'ici le 12 septembre, vous rappeler, vous donner l'information pour que vous ne perdez pas ça de vue. Maintenant, s'agissant de l'émission d'aujourd'hui, comme vous savez, nous allons commencer par vous donner quelques informations et après vous avoir donné quelques informations, nous allons essayer de vous communiquer une thématique sur laquelle nous allons essayer de nous pencher aujourd'hui. S'agissant des informations, la première information sur laquelle je vais me pencher, c'est cette rumeur. Je ne sais pas si elle est fantaisiste, je ne sais pas d'où elle sort. Elle a été fortement publiée sur les réseaux sociaux où on fait apparaître, on parle de la prétendue mort de Jean-Marie Michel Moukoko en prison, ce qui a surpris tout le monde et on s'est interrogé.
Nous devons rappeler que Jean-Marie Michel Moukoko est en train de purger sa 10e année à la maison d'arrêt de Brazzaville. Il ne faut pas oublier que les voix se sont élevées à travers le monde pour demander sa libération. On peut rappeler cette démarche du groupe des Nations Unies sur la détention arbitraire en novembre 2018, où on demandait carrément de la libération de Jean-Marie Michel Moukoko. On peut rappeler cette démarche qui a été entreprise, telle qu'il avait dit lui-même à l'époque par M. Yves Le Drian, qui était à l'époque ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, qui avait parlé, selon lui-même, au président Sassou en des termes forts pour demander la libération de Jean-Marie Michel Moukoko et des autres prisonniers politiques. Nous pensons évidemment à André Okombi Salissa et à un certain nombre d'autres. Et jusque-là, évidemment, Jean-Marie Michel Moukoko est toujours en prison. Donc, nous trouvons cette rumeur, nous ne savons pas si elle est fantaisiste, mais nous l'évoquons parce que les voix se sont élevées tant de l'intérieur qu'à l'extérieur pour demander sa libération. Il vous souviendra qu'à un moment donné, la société civile avait même envisagé une marche pour demander sa libération. À l'époque, avec Claudine Mounari comme président de la Fédération de l'opposition, nous avons fait une marche pour demander justement la libération des prisonniers politiques. Ben, aujourd'hui, la question que nous nous posons et que nous posons aux gouvernants, puisque les gouvernants, d'après l'article 15, ont la responsabilité de la protection de chaque citoyen congolais. Que cache en réalité cette information? Et je crois que c'est cette question qui est fondamentale, qui est extrêmement importante. La deuxième information sur laquelle nous allons nous pencher, c'est que je vais vous rappeler que le 22 juillet dernier, nous avons vu, après, semble-t-il, des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, qu'il devait y avoir une marche le 10 juillet, etc., à cause de la misère des Congolais, de la souffrance et autres. Et nous avons tous appris d'abord que Maître Bob Kaben Masuka avait été détenu à la CID. Il a été détenu pratiquement pendant une quinzaine de jours. Et après, avec 6 personnes, dont, dit-on, 2 Centrafricains, ils ont été déférés à la maison d'arrêt. La situation telle qu'évoquée par le procureur de la République faisait état d'une situation, d'une menace extrêmement dangereuse sur la sécurité de l'État, sur la paix et la tranquillité. Et il a surtout insisté également sur le fait que c'était un cas de flagrance. Et je crois, je ne suis pas juriste, mais je crois que lorsqu'il s'agit d'un cas de flagrance, le procès ne devrait pas durer. Et aujourd'hui, les Congolais se souhaitent ardemment, vivement, que ce procès puisse avoir lieu. Pourquoi? Parce que assez souvent, on a constaté dans le pays qu'il y a une véritable traque des opposants, qu'il y a véritablement une certaine attitude qui fait que les opposants sont traqués, mais il y a des autres citoyens qui posent des actes parfois très, très délicats à l'endroit de l'État et de la société, mais qui sont en liberté et qui jouissent pleinement de la donne. Pour ce qui est de l'arrestation de Maître Bob Kaben Masuka, nous souhaitons ardemment, puisqu'il s'agit d'un cas de flagrant délit, que le procès puisse avoir lieu immédiatement, je suppose. Je ne suis pas juriste, mais je suppose que dans un cas de flagrance, les preuves sont établies, les faits sont là, et on peut aller effectivement vers le procès et ça ne devrait pas poser de problème. La troisième information vers laquelle je vais me tourner, c'est la situation de notre compatriote Lassi Buti, qui, vous savez, dans une situation difficile, puisqu'il avait été enlevé au mois de mai. Après, on avait retrouvé son corps. Et on l'avait retrouvé dans des conditions extrêmement difficiles au niveau de la rivière Matoukou, à Poto-Poto. Et évidemment, lui-même, il avait pu s'exprimer. Il avait parlé des traitements dégradants, des tortures, vraiment de la maltraitance qu'il avait subie, qu'il se sentait très mal et qu'il avait besoin des soins appropriés, etc. Mais il sentait toujours sa sécurité était terriblement menacée, de sorte qu'il avait pris un certain nombre de dispositions. Alors, nous avons été surpris lorsque le Premier ministre a accordé son interview à RFI avec Boisbouvier. Et lorsque la question a été posée, j'ai le texte sous les yeux,
nous avons été choqués, terriblement choqués, d'entendre le Premier ministre parler d'une affaire de légende, alors qu'il a vu les images, les vidéos faites par Lassib Bouti, des révélations qu'il a faites, comme quoi il a reçu des piqûres, on ne sait pas de quoi. On a même déclaré ouvertement qu'il a été empoisonné. On lui a arraché des dents avec des tenailles. Il avait mal, et il a mal, puisqu'il est toujours très mal en point. Il a mal partout, des chaleurs, des étouffements, un certain nombre de choses. Et nous, on s'est posé la question, quelle est cette méchanceté? Quel est ce manque d'amour? Quel est ce manque d'humanité qui peut permettre à un Premier ministre, chef du gouvernement, au lieu de se préoccuper de sauver la vie et de sortir Lassib Bouti de la situation dans laquelle il se retrouve, parce que conformément à l'article 15 de notre Constitution, on dit que tous les Congolais, les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ils ont droit à la protection de l'État. Quelle est l'interprétation que le Premier ministre, en tant que juriste, se fait de ce qu'on appelle la protection de l'État quand il s'agit d'un citoyen? De surcroît, un citoyen opposant politique qui s'était déjà déclaré candidat à l'élection présidentielle. Opposant politique Lassib Bouti du Parti des Socialistes, le 11 mai dernier, quelques jours après l'annonce de sa candidature, il a été enlevé chez lui par des hommes armés encagoulés, puis tabassé pendant 9 jours avant d'être relâché. Est-ce que ce n'est pas le signe qu'il règne aujourd'hui à Brazzaville une violente campagne d'intimidation contre certaines personnalités qui voudraient compétir l'année prochaine? Si on me cite un seul établissement sanitaire qui avait reçu M. Lassib Bouti, même de passage, même en hospitalisation de jour, parce que pour avoir été tabassé tel que cela nous est rapporté, ça veut dire qu'il n'a eu la vie sauf que lorsque les soins lui ont été apportés. Il faut donc qu'on me cite un seul établissement sanitaire par lequel M. Lassib Bouti est passé. Ou encore qu'on me cite un seul établissement de police, de gendarmerie, dans lequel M. Lassib Bouti a séjourné. S'il n'y a aucune information à ce sujet, bon, je considère tout le reste comme étant une légende. De 2026, c'est extrêmement grave. Et nous considérons, nous condamnons les propos que le Premier ministre a utilisés parce que nous les considérons comme à la fois intolérables et inacceptables. Et de surcroît, nous considérons que le Premier ministre, le gouvernement dans son entièreté, qui sait que cette affaire devait et doit faire l'objet d'une enquête spéciale, parce que nous avons tous appris qu'il a été enlevé chez lui à travers sa famille, qu'il a été enlevé chez lui par des hommes cagoulés, armés, et il a disparu pendant près d'une dizaine de jours. Et ça ne préoccupe pas les membres du gouvernement, ça ne préoccupe pas le Premier ministre qui vient parler de légendes, comme pour se moquer des Congolais, comme pour se moquer des opposants, parce que ce traitement, il le réserve généralement aux opposants. Non, 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 c'est véritablement inacceptable, c'est véritablement admissible. Et nous souhaitons ardemment que le Premier ministre puisse mener les démarches où que Lassib Bouti se trouve pour que le gouvernement s'occupe de la situation de M. Lassib Bouti et le sorte de la situation critique, dramatique dans laquelle il se trouve au plan de la santé. Parce que vous savez, quand vous avez un poison dans le corps et que c'est reconnu, déjà, du point de vue du moral, vous êtes vous-même atteint et ce n'est véritablement pas très sérieux. Donc, nous invitons, nous souhaitons, nous exhortons le Premier ministre Colline Makosso à avoir de la retenue dans l'appréciation de ce genre dans ce genre de situation qui touche à la condition de vie, à la situation pratiquement d'existence d'un citoyen congolais, et plutôt de se battre pour que son gouvernement mène des démarches afin que, où que Lassib Bouti se trouve, qu'on puisse se préoccuper de lui et qu'on puisse tout faire pour lui administrer les traitements adéquats. Et nous espérons que plus le temps passe, plus il est en danger, parce que la situation, semble-t-il, pourrait s'aggraver. Et c'est les dernières nouvelles que nous avons eues à travers une déclaration du Parti des Socialistes qui a fait apparaître clairement que la situation ne s'était pas améliorée et que M. Lassib Bouti continue à souffrir. Donc, je crois que c'est de bon augure et le Premier ministre doit se battre, à notre avis,
pour régler cette situation. Maintenant, la quatrième information que nous allons essayer d'aborder, c'est celle de la candidature. Là aussi, nous faisons allusion à la déclaration du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Ce n'est pas la première fois qu'il parle de la candidature du président de la République. Déjà, si mes souvenirs sont exacts, en 2023, sur un plateau de télévision français en France, il avait déclaré qu'il travaillait pour la candidature du Premier ministre. En janvier 2025, lors de la cérémonie des vœux au corps constitué congolais, le Premier ministre avait fait tout un plaidoyer pour présenter le président de la République, Denis Sassou Nguesso, comme l'homme providentiel pour le Congo. Il avait même invité, oubliant certainement que le Congo est un pays laïque, a invité les chrétiens à prier pour lui, etc. Et dans sa sortie au niveau de RFI, je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a dit, je prends juste la fin, où il a dit je ne vous annonce pas. Il a la réquisition populaire, sous réserve de ce qu'il dira lui-même, mais jusqu'à preuve du contraire. Son peuple le réclame comme candidat, parce que son peuple estime qu'il n'a pas besoin de subir un saut dans l'inconnu. C'est extrêmement grave ce que le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a dit. En mars prochain, Monsieur le Premier ministre, aura lieu l'élection présidentielle. Est-ce que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui cumule déjà plus de 40 ans de pouvoir, sera candidat à un nouveau mandat? Franklin Roosevelt vous avez déjà donné un enseignement que ce n'est pas au milieu du guet qu'on change de cheval. Un bon cavalier ne peut pas laisser sa cavalerie au milieu du guet. Donc pour nous qui avons encore la chance d'avoir à la tête de nos États des hommes d'une certaine expérience, qui ont connu l'Afrique dans tous ses États, en temps de guerre, en temps de crise, en temps de deuil, en temps de joie, en temps d'épreuve, pour ces gens-là qui ont traversé toutes les épreuves avec le continent, nous ne voyons pas pourquoi nous devons nous priver de leur expérience et de leur sagesse. C'est pour cette raison que nous pensons que Denis Sassou Nguesso reste justement le candidat idéal pour continuer à mener les combats dans un environnement totalement tourmenté, pour poursuivre en profondeur et en douceur les réformes que nous avons engagées. Donc vous nous annoncez qu'il sera candidat? Je ne vous annonce rien, il a la réquisition populaire, sous réserve de ce qu'il dira lui-même, mais jusqu'à preuve du contraire, son peuple le réclame comme candidat parce que son peuple estime qu'il n'a pas besoin de subir un saut dans l'inconnu, et il est hors de question pour Denis Sassou Nguesso d'être ce chevalier qui laisse le peuple au milieu du guet. Et quand est-ce qu'il confirmera cette candidature? Mais nous ne sommes pas encore en période électorale, ni de campagne électorale, ni de dépôt de candidature, donc il le fera certainement le moment venu. Mais nous n'allons pas aller dans le même sens que lui, nous allons essayer de lui donner un certain nombre d'indications. La première indication que nous allons lui donner, c'est que le peuple congolais, c'est que le président Denis Sassou Nguesso est dans une situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Et je crois qu'il faut que l'on s'en rende compte. La deuxième information que je vais donner, c'est que le président Denis Sassou Nguesso avec le PCT ont conduit le pays à la ruine et les Congolais à la misère et à la souffrance. Et ça, je crois aussi qu'on ne peut pas ne pas le rappeler et le dire assez vertement. La troisième chose également, c'est de dire au Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, en liaison avec ce que nous avons dit antérieurement, que le président de la République a pratiquement violé le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution, d'une part, et d'autre part, de garantir la paix et la justice à tous. Sous d'autres cieux, c'est des situations extrêmement graves qui entraînent pratiquement la destitution d'un chef d'État, à condition que le Parlement, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale, puissent en juger l'importance et l'ampleur. Mais au Congo, ça se passe comme, je ne sais, on considère ça comme un fait anodin, etc., ce qui n'est pas du tout acceptable. Et à mon avis, on devrait s'y pencher sérieusement. Maintenant, pour le reste, il faut ajouter avant de clore ce chapitre qu'il y a un fait qui est extrêmement important, qui est très dangereux même pour l'avenir du pays. C'est la protection par les gouvernants actuels des responsables des scandales et crimes économiques,
et financiers qui ont plongé le pays dans la situation actuelle. Et je crois que c'est une situation qui mérite une attention toute particulière. Maintenant, en dernière information, nous sommes très heureux de donner l'information, mais je crois que les téléspectateurs la connaissent déjà. En mai dernier, il y a un décret présidentiel qui a été pris pour nommer les membres du Conseil supérieur de la liberté de communication, qui est une institution extrêmement importante, mais nous profitons de l'occasion pour rappeler toujours un problème dans ce domaine-là. C'est que les opposants, sinon les partis de l'opposition, sont pratiquement interdits de passage sur les médias d'État qui sont devenus la propriété du Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi et de tous ceux qui tournent autour du Parti congolais du travail, majorité présidentielle et autres, etc. Mais nous avons constaté qu'après la nomination qui a été faite en mai dernier, le président de la République a nommé M. Gérard Milandou Tsonga comme président de cette institution. Et il y a eu la prestation de serment de 13 août devant la Cour suprême, etc. Et nous avons été très heureux que le même jour, il y ait eu la passation des services entre le président sortant, Philippe Mvou, et puis le nouveau entrant, à savoir Médard Milandou Tsonga. Mais il y a quand même quelque chose que nous devons relever, puisqu'assez souvent nous revenons là-dessus. Et quand nous revenons là-dessus, les gens ils sont surpris. Nous revenons sur quoi? Ils ont prêté serment. En prêtant serment. Mais ils ont juré de servir loyalement, avec impartialité, en respectant la Constitution et les lois et règlements de la République. Je jure de remplir loyalement mes fonctions. C'est par un acte de serment symbolique devant le ministère de la Communication et des Médias que le nouveau président du Conseil supérieur de la liberté de communication et ses membres ont manifesté leur engagement à remplir avec abnégation la noble mission qui leur est confiée. Conformément au texte régissant cette institution, le procureur général de la Cour suprême a par ailleurs rappelé à cette nouvelle équipe l'importance de respecter les missions qui lui sont assignées. Il s'agit de garantir aux citoyens le libre accès à l'information et à la communication. Veiller à l'accès équitable des partis et groupements politiques, des syndicats et des associations à l'audiovisuel public. Après la prestation de serment, Médard Milandou, qui prend désormais les commandes du Conseil supérieur de la liberté de communication, a officiellement pris ses fonctions lors de la cérémonie de passation de pouvoir avec le président sortant Philippe Mvou. Ce dernier a exhorté la nouvelle équipe à redynamiser cette institution régulatrice des médias. Vous souhaite accomplir une très belle mission pour que le Conseil puisse toujours aller de l'avant, que son enseigne puisse toujours et toujours continuer à briller. Conscient des tâches qui lui incombent, Médard Milandou a promis de relever les défis afin de garantir l'accès à l'information et la liberté d'expression. Eu égard à cet immense honneur et la grande confiance ainsi témoignée, je voudrais formuler une promesse, celle d'accomplir ma mission avec détermination et l'engagement de réussir. Philippe Mvou a également légué au nouveau président les projets et dossiers en cours de traitement nécessaires au bon fonctionnement de cette institution, défenseur des droits à la communication. Et nous ne l'avons pas souvent fait dans le passé, mais nous le relevons aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que le jour même où il prête serment, il viole la Constitution. Il viole la Constitution, pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas eu de déclaration de patrimoine. Il n'y a pas eu de déclaration de patrimoine. Et quand nous nous référons à la Constitution, notamment dans son article 55, quand nous prenons la Constitution dans son article 55, nous préférons avoir le document sous nos yeux pour que les gens ne soient pas surpris que nous ne nous trompons pas dans l'interpellation. Il est dit ceci.
Tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. La loi détermine les conditions et les fonctions soumises à l'obligation. Eux, ils sont soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine. Ils ne l'ont pas fait. Mais si nous allions plus loin, nous n'allons pas faire de commentaires sur la loi, puisque nous allons y revenir tout à l'heure, relative à la déclaration de patrimoine. Si nous prenons la loi 15-2024 du 27 août 2024, relative justement à cet aspect de l'obligation de déclaration de patrimoine, l'article 6 a été réécrit parce qu'on a voulu tenter d'amener de la confusion là-dessus. Et tel qu'il est écrit, il est clair. Il est dit ceci. La déclaration de patrimoine est déposée auprès de la Cour suprême lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Et nous constatons, c'est pour que prendre l'opinion nationale et internationale à témoin, nous constatons que par habitude au Congo, à travers toutes les institutions, que ce soit la présidence de la République, que ce soit l'Assemblée, que ce soit le Sénat, que ce soit toutes les autres, généralement au niveau de la prise de fonction, on ne fait pas de déclaration de patrimoine. Et cet aspect est très délicat. Pourquoi? Mais parce qu'il est lié aux aspects de bonne gouvernance. Il est lié aux aspects d'enrichissement illicite. Il est lié aux aspects de lutte contre la corruption. Et quand on évite, je dis bien, quand on évite de faire la déclaration de patrimoine, ça veut dire qu'on est en train de se tourner vers des pratiques qui ne sont pas toujours très recommandables pour la société et pour toute la communauté. Donc, c'est pour ça que je relève d'entrée des jeux. Et les amis qui ont été nommés au Conseil supérieur de la liberté de communication doivent prendre conscience dès aujourd'hui qu'ils sont en situation difficile parce qu'ils n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine et ils sont en contradiction avec le serment qu'ils ont prêté. Après avoir fait ces commentaires, nous venons à la thématique principale. La thématique que nous avons voulu avoir aujourd'hui, elle est simple. Elle est simple. Nous avons choisi au cours de 2 ou 3 émissions, nous ne savons pas si elles seront toujours consécutives, ça sera fonction de l'actualité, d'aborder un aspect. C'est les dossiers qui dérangent et qui gênent le pouvoir de Brazzaville. Assez souvent, nous les avons évoqués de façon éparse. Et nous avons souhaité en faire une espèce de synthèse pour qu'on essaie d'avancer et que l'on voit correctement. C'est pour ça qu'en termes de premier dossier, nous allons nous pencher sur un que vous connaissez bien. C'est le changement de constitution qui a eu lieu en 2015. Et nous allons vous expliquer pourquoi nous allons nous pencher sur ce dossier. Au Congo, une coalition d'opposition annonce l'arrestation de 6 de ses cadres. La nouvelle intervient alors que de nouveaux affrontements ont opposé ce matin des groupes de jeunes aux forces de l'ordre à Brazzaville. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène. Ces tensions interviennent au lendemain de heurts meurtriers dans la capitale congolaise. Dernier bilan officiel, 4 morts au moins et une dizaine de blessés. La population manifeste contre le référendum de dimanche. Le scrutin devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de changer la constitution et de briguer un 3e mandat. François Hollande lui a adressé quelques mots tout à l'heure. Il a appelé le président congolais à rassembler, respecter et apaiser. D'abord, nous tenons à rappeler que ce changement de constitution s'est fait en violation des dispositions de la constitution du 20 janvier 2002, notamment la lignée 3 de l'article 185, qui faisait apparaître clairement, qui pouvait apparaître clairement, mais qu'on ne pouvait, il y avait verrouillage, et que s'agissant de la limitation des mandats, il n'était pas possible que la Constitution puisse être révisée. Et nous avons vu dans les faits également, nous tenons à rappeler également, et nous l'avons souvent dit, que par rapport à l'acte constitutif de l'Union africaine, évidemment, le changement de constitution de 2015 s'est fait en violation de l'acte constitutif de l'Union africaine qui condamne et rejette tous les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ça s'est fait également en violation pratiquement de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui dans l'une de ses dispositions fait apparaître clairement que tout amendement
toute révision de constitution ou des instruments juridiques tendant à porter atteinte à l'alternance démocratique est un acte anticonstitutionnel, et est passible de sanctions. Et je pense qu'au niveau du Congo, on a pris conscience qu'on aurait dû être sanctionné, et ça, on peut se tourner vers la communauté internationale. Mais nous tenons à rappeler, parce qu'on avait saisi, à travers les révélations de Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel de France, qu'en fait, ce qui intéressait les gouvernants, c'était la conservation coûte que coûte du pouvoir. Pourquoi nous le disons? Mais parce que Jean-Louis Debré a révélé dans son livre ce que je ne pouvais pas dire, qu'il a publié, je ne sais pas, en 2014, je crois, mais qu'il a reçu de la part des gouvernants congolais un émissaire qui était venu le voir pour essayer d'examiner avec lui comment on pouvait modifier la constitution du Congo pour permettre au président Sassou de se maintenir au pouvoir. Et lui, après avoir examiné la constitution du Congo, sa réponse a été claire. Cela n'est pas possible si on veut respecter la loi. Toute autre solution est exclue. Ça voulait dire que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Mais comme on y tenait absolument, on a trouvé une autre démarche. C'était celle de changer la constitution pour faire évoluer les institutions. Mais aujourd'hui, on a fait changer de constitution. Et on constate que les gouvernants violent dans l'impunité totale cette constitution. Évidemment, les arguments évoqués pour le changement de constitution, ils étaient très nombreux, notamment l'argument qui consistait à dire que le président Denis Sassou Nguesso était le seul à garantir la paix, la stabilité et le développement du pays, qu'il était le seul capable d'amener le Congo à l'émergence à l'horizon 2025. Nous y sommes. Est-ce que nous sommes émergents? On peut évaluer. On a dit beaucoup de choses. Mais comment comprendre que 10 ans après, on n'en fait pas l'évaluation? 10 ans après le changement de constitution, il semble qu'on n'est pas pressé et on ne veut pas du tout en faire l'évaluation. Mais il faut faire l'évaluation parce qu'il faut vous rappeler que ce changement de constitution s'est déroulé au Congo, mais dans des conditions extrêmement dramatiques. Il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu beaucoup de dégâts. Et on ne peut pas ne pas s'arrêter pour évaluer et se rendre compte si l'argumentation qui avait été développée pour justifier, semble-t-il, cette démarche tient toujours le coup. L'opposition du Congo-Brazzaville appelle une nouvelle fois le président Sassou Nguesso à ne pas toucher à la Constitution. Les opposants rassemblés au sein d'un front pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique se sont réunis hier à Pointe-Noire, la capitale économique du pays. Un lieu symbolique puisque c'est là que le 26 avril dernier, le fils du président et les associations qu'il parraine avaient appelé à l'émergence d'une nouvelle république. Pas question pour l'opposition qui a à nouveau appelé le chef de l'État à quitter le pouvoir en 2016 sans toucher à un seul article de la Constitution. Loïcia Martial. C'est par l'hymne national, la congolaise, que les leaders de l'opposition et leurs militants ont bouclé leur meeting à la place de la République de Pointe-Noire. Le coin bien quadrillé par la police n'a pas pu contenir la foule. Ceux qui ont pris la parole, Guy Romain Kimfoussia, Clément Mirassa, Pascal Tsati-Mabiala et Paul-Marie Mpouélé, ont dit non au changement de la Constitution et au référendum. Ils ont réclamé plutôt une gouvernance électorale pour un scrutin présidentiel apaisé en 2016. Jean Gouabi et bien d'autres opposants ont eu le même langage. Et nous avons prouvé qu'il y a des problèmes de gouvernance électorale qu'il faut régler avant quoi que ce soit. Voir que le peuple se mobilise pour dire non au changement de la Constitution, je partage entièrement ça parce que, comme on l'a dit ici, 32 ans de pouvoir, ça suffit. Je suis déjà très sensible au fait que le peuple a été mobilisé. Malgré tout ce qui a été fait pour démoraliser les gens, pour que les gens ne viennent pas assister au meeting, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus et c'est vraiment une dynamique qui prouve que les gens ont dépassé la peur. Le meeting de l'opposition n'a pu se tenir qu'après moult réunions et explications entre les opposants et les autorités policières et administratives de la ville océane. Loïcia Martial, Pointe-Noire, RFI. À notre avis, non. À notre avis, non. Mais nous n'allons pas beaucoup épiloguer là-dessus. Nous allons juste nous référer à la déclaration
du président guinéen Mamadi Doumbouya, parce que la Guinée également a connu un changement de constitution. Le président Alpha Condé avait pu obtenir, enfin, tout mettre en œuvre pour obtenir un troisième mandat. Il a été renversé par le président Mamadi Doumbouya, qui, lors de la 18e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré que le putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend les armes pour renverser un régime, que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne sont pas dénoncés par la communauté internationale, mais ce sont ceux-là qui tripatouillent les constitutions, qui, pour demeurer éternellement au pouvoir. Et je crois qu'aujourd'hui, les Congolais doivent réfléchir. Ils doivent se pencher sérieusement sur ce problème et s'interroger. Parce qu'il faut que nous tirons des leçons pour l'avenir. Moi, je suis personnellement, je le dis franchement, pour que nous ayons une constitution dans laquelle le mandat présidentiel sera de 5 ans. Un mandat présidentiel de 5 ans, une fois renouvelable. Et il faut que nous ayons dans cette démarche, mais que nous retenons un principe essentiel, celui de l'alternance démocratique, qui est extrêmement importante dans une démocratie. Vous croyez que les Bill Clinton, les Barack Obama, les autres, les George Bush, ils ont quitté le pouvoir parce que leur bilan était mauvais? Non. Mais parce qu'il y a des principes qu'il faut respecter. Et au Congo, il faut renoncer à cette démarche de présidence à vie. Des présidents qui sont là pendant près de 40 ans, qui après 40 ans veulent y demeurer. Ce n'est pas du tout acceptable, surtout lorsqu'on se tourne vers le bilan et qu'on se rend compte qu'en réalité, le bilan se résume en quelques phrases. Ruine du pays, misère et souffrance des Congolais, catastrophe un peu partout, endettement, etc., chômage des jeunes. Mais on aura l'occasion de revenir sur ce bilan et on aura l'occasion de nous y pencher sérieusement. Le deuxième dossier que nous voulons évoquer dans ce cadre, c'est un dossier que vous connaissez bien. Je crois que vous avez dû être surpris quand je ne l'ai pas abordé d'entrée de jeu. C'est la situation des accords entre le Rwanda et le Congo. Et je rappelle aux uns aux autres qu'en 2021 et en 2022, le Congo a signé une quinzaine d'accords avec le Rwanda portant sur beaucoup de domaines, y compris, puisque là-dedans, on a un accord sur la coopération militaire et technique, on a un accord cadre de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements. J'insiste sur ces deux accords parce qu'au-delà de leur importance, ils n'ont jamais reçu l'autorisation de ratification du Parlement. Dernier jour ce mercredi du voyage du chef de l'État rwandais au Congo. Une visite de 72 heures au cours de laquelle Paul Kagame, dont la dernière venue remontait à 2016, a rencontré son homologue congolais. Les deux dirigeants ont convenu de plusieurs accords de coopération touchant divers domaines, 8 au total, couvrant notamment les mines et la formation qualifiante, mais aussi les secteurs culturels et sportifs, sans oublier l'agriculture. Sur ce dernier point, Kigali et Brazzaville ont notamment signé une convention des terres arables pour la culture maraîchère et établi 2 mémorandums d'entente. Après avoir estimé que le niveau des relations économiques entre les deux pays ne reflétait pas l'étendue et la profondeur des engagements pris en 2010 et 2011, les dirigeants rwandais et congolais ont invité leurs gouvernements respectifs à s'employer rapidement à l'élaboration de plans d'action en vue d'exécuter sans délai les accords déjà signés. Les deux chefs d'État se sont enfin accordés sur l'élargissement et l'approfondissement du champ de coopération entre leurs pays au profit des citoyens. Plus largement, Paul Kagame a dit vouloir renforcer les relations avec les pays d'Afrique centrale, non seulement dans le domaine de l'économie, mais également dans celui de la lutte contre l'insécurité. Bon, bref, beaucoup de choses ont été dites sur ces accords. Et nous allons essayer d'y revenir sur les aspects qui ont retenu notre attention. Le premier aspect qui a retenu notre attention, c'est que nous avons vu à travers les médias que le 27 juillet 2021, l'ambassadeur du Rwanda au Congo a rencontré le ministre congolais chargé des affaires foncières pour lui demander les actes fonciers pour les terres que le gouvernement congolais avait données au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud. Et d'après toujours ces mêmes médias, le ministre congolais aurait réagi en disant
qui ne ménagerait aucun effort pour que ces documents puissent être obtenus dans les meilleurs délais. Mais lorsqu'on est rentré dans le débat sur ce sujet, le gouvernement a complètement nié. Le gouvernement a complètement nié. Il n'y avait pas de telle démarche. Est-ce que l'ambassadeur rwandais avait rêvé? Qu'est-ce qu'il avait fait? Bon, visiblement, pour le gouvernement congolais, ça n'existait pas. Et nous avons noté que l'ambassadeur rwandais avait mené la démarche. Le deuxième aspect sur lequel nous voulons revenir sur cet aspect, mais c'est lorsque le 30 mars 2024, sur la chaîne nationale de télévision rwandaise, il est annoncé qu'il y a eu une délégation des membres du secteur privé rwandais qui se sont rendus au Congo du 4 au 8 mars et qui, au Congo, ont découvert 2 sites de terrain d'une superficie cumulée de 980 km², que le Congo a donné au Rwanda. Ce qui veut dire que le Congo a accepté qu'il y ait 2 enclaves rwandaises sur le territoire congolais et que c'était devenu la propriété du Rwanda. Et nous étions très surpris de voir les opérateurs économiques rwandais intervenir pour décrire l'aspect fertilité de ces terres, qu'ils vont y planter du soja, du piment, etc. Et qu'ils vont y faire de l'agriculture, etc. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours, mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les 2 pays. Celui-ci a été signé entre les 2 ministres de la coopération internationale. L'exploitation de terres serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leurs parcelles au Rwanda. Nous ne sommes pas satisfaits. Si cette compagnie qui a envie de venir, c'est une compagnie rwandaise ou pas? Si c'est une compagnie rwandaise, on ne peut pas accepter. Évidemment. Cette question a soulevé un grand tollé au Congo. Et les gouvernants sont venus pour dire que c'était faux. En disant que c'était faux, en fait, ils sont tombés dans le piège. Ils nous ont entraînés dans une question qui est simple. Qui ment du Congo et du Rwanda? Nécessairement, il y a un qui ment. Et nous avons conclu en disant qu'une coopération basée sur le mensonge peut nous amener nulle part et qu'il fallait tout mettre en œuvre pour l'interrompre. Et je crois que les Congolais ont tenu compte d'une autre dimension. C'était que les gouvernants avaient pris la décision d'utiliser nos terres, de faire utiliser nos terres par les Rwandais pour qu'ils obtiennent, qu'ils se procurent les moyens financiers pour continuer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et pour continuer à perpétrer les massacres. Il y a d'autres aspects sur lesquels nous n'y reviendrons pas. Et les Congolais, à travers le monde entier, tant de l'intérieur que de l'extérieur, se sont levés, se sont mobilisés. Et ils ont lancé haut et fort des cris en disant non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Évidemment, le ministre Thierry Mungala a voulu introduire un peu la confusion lorsqu'il a fait son émission, la quinzaine du gouvernement le 5 juin, en disant que ce dossier était clos. Il n'est pas clos. Il n'est pas clos. Il faut que les Congolais aient l'assurance que tous les accords signés entre le Congo et le Rwanda ont été annulés. C'est ça leur préoccupation aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les fameuses autorisations express ou provisoires. Non, il ne s'agit pas de ça.
Parce que quand on parle de 980 km², il ne s'agit pas de ça. Ça veut même ressortir quoi? Ça fait ressortir qu'il y avait un agenda caché dans ce type de relation et qui n'est pas bon au niveau de notre État ou avec ce que nous voulons faire pour sauvegarder notre souveraineté, que nous en arrivons là. Mais ce dossier doit être clos. Et nous savons que les gouvernants ont du mal à aller vers l'annulation totale de tous ces accords. Mais nous invitons les Congolais à être toujours debout pour que ce problème puisse être résolu et que nous ne laissons pas nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants dans des situations extrêmement difficiles qui ont été connues sous d'autres cieux. Et ça, ce ne serait pas du tout acceptable, ça ne serait pas tolérable. Donc voilà déjà. Maintenant, le troisième point que nous allons aborder, sur lequel je reviens souvent, c'est celui de l'obligation de déclaration de patrimoine. Pourquoi? Que ce soit la Constitution du 20 janvier 2002, que ce soit la Constitution du 25 octobre 2015, il y a une disposition qui dit clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Et dans la Constitution de 2002, on était même plus rigoureux parce qu'il avait été dit que la non-observation de cette disposition entraîne la déchéance de la fonction. Malheureusement, comme nous ne sommes pas vigilants, cela n'a pas été appliqué. Maintenant, pour parler du patrimoine, je vais essayer de faire référence à ce que le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a dit dans son programme d'action gouvernementale, à savoir que c'est une disposition constitutionnelle. Ensuite, que plus qu'un devoir de transparence, il s'agit d'une preuve de bonne gouvernance, de lutte contre l'enrichissement illicite et de lutte contre la corruption. Vous voyez l'importance de cet aspect. Maintenant, les gens ils sont choqués quand je dis parfois. Ils considèrent même pour un manque de respect. Quand je dis que le président de la République n'a pas déclaré son patrimoine, ce n'est pas un manque de respect, c'est un constat qui est fait. Et la preuve est extrêmement importante en matière de droit. Et je vais essayer d'expliquer comment ça s'est passé. Il faut que les Congolais sachent que dans la Constitution du 15 mars 1992, il y avait une disposition qui prévoyait la déclaration de patrimoine par certaines personnalités qui devaient déposer leur déclaration de patrimoine à la Cour constitutionnelle. Bon, vous savez ce qui s'est passé à partir du 5 juin. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le retour du Parti congolais du travail au pouvoir dans les conditions que vous connaissez. Nous n'allons pas y revenir. Mais surtout, il y a eu l'abrogation de la Constitution du 15 mars 1992 et l'adoption d'un acte fondamental. Bon, dans l'acte fondamental, l'aspect de la déclaration de patrimoine n'apparaît pas. Mais lorsqu'on va aux élections générales et que l'on adopte finalement la Constitution du 20 janvier 2002, on fait réapparaître la notion de déclaration de patrimoine. Et on dit clairement que les nouvelles institutions doivent se conformer à la Constitution du 20 janvier 2002. Et ce qu'on n'a pas compris, justement, c'est que ce soit au niveau des institutions, notamment l'Assemblée, notamment le Sénat, cela n'a pas été respecté d'entrée de jeu. Cela n'a pas été respecté au niveau de la présidence de la République. De sorte qu'après l'élection présidentielle, lorsque le président prête serment le 14 août 2002, mais il ne fait pas de déclaration de patrimoine. Et j'attire l'attention des Congolais qui tergiversent assez souvent là-dessus. Parce que la déclaration de patrimoine, lorsqu'elle est faite, ben, il y a une trace au niveau du journal officiel. Il y a une trace au niveau du journal officiel. Et on ne peut pas ne pas reconnaître cet acte. Maintenant, comment expliquer qu'il n'y ait pas eu de déclaration de patrimoine? Les gouvernants expliquent la situation en disant qu'il a manqué de texte d'application des dispositions de la Constitution. Question, qui devait prendre ce texte? Mais c'est eux qui devaient le prendre. Pourquoi ils ne l'ont pas pris? Je suis tenté de dire, pas avec méchanceté, mais qu'ils avaient besoin d'un certain enrichissement avant de se conformer à la loi. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, le prétexte fallacieux qui était pris, c'était qu'il n'y avait pas de texte d'application.
explication qui est inacceptable, qui est intolérable. D'autant que la transition était prévue pour une durée de 3 ans, mais elle en a finalement duré 5. Et on devait prendre en priorité les dispositions qui devaient permettre aux nouvelles institutions d'être installées convenablement, conformément aux lois et règlements de la République. Et on est resté comme ça pendant de nombreuses années. Il y avait des nominations au gouvernement, etc. Et le problème a rebondi à quel moment? Il faut que les Congolais le sachent. Le problème a rebondi en 2017, lorsque nous constatons, lorsque les gouvernants plutôt constatent que le pays est en crise, parce que des Congolais avaient déjà constaté que le Congo était rentré en crise dès 2012. Et le gouvernement annonce que la crise est due à la situation, à la baisse drastique des prix du pétrole, etc., etc. Et ils ont pensé dans un premier temps qu'ils pouvaient faire un ajustement interne. Ils n'en ont pas été capables. Alors, avec l'appui de la CEMAC, ils ont décidé d'aller et se tourner vers le Fonds monétaire. Et l'une des exigences du Fonds monétaire, c'était justement qu'au niveau des aspects de bonne gouvernance, que l'aspect de la déclaration de patrimoine soit pris comme acte fort au niveau de notre volonté politique de lutter contre la corruption. C'est comme ça que finalement, le texte d'application qui s'est traduit par la loi numéro 4/2019 du 7 février de 2019 relative à l'obligation de déclaration de patrimoine, la loi a été adoptée. Je dis bien en février 2019, alors que nous devions appliquer cette disposition depuis août 2002. Donc, c'est pratiquement 17 ans après. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu une mauvaise volonté politique de se conformer à la Constitution. Une fois que la loi a été adoptée en février, le texte d'application de cette loi a été pris en novembre. Vous voyez bien qu'on traînait le pas. Et il a fallu attendre l'élection de 2021. Et lorsqu'on fait l'élection de 2021, au moment où le président de la République prête serment, mais il ne fait pas de déclaration de patrimoine. Prétexte, il n'y a pas de texte d'application. Mais le texte d'application qui a été pris en 2019 devait déjà jouer pour l'élection, sinon la prestation des serments de 2021. Et finalement, c'est lorsque Anatole Koliné-Makosso prend ses fonctions et qu'il déclare que c'est une disposition constitutionnelle, qu'il y a un déclic. Malheureusement, cette expérience de déclic s'est faite en violation de des lois et règlements de la République, notamment la Constitution, parce que l'article 6 de ce décret, de cette loi, disait que la déclaration se faisait 3 mois après la prise de fonction. Non, ce n'est pas ce que dit la Constitution. La Constitution dit c'est lors de la prise de fonction, et ça n'a pas été fait. De sorte que Clément Mirassa, qui a suivi cette situation, a introduit un recours à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle lui a donné raison et finalement, après cette décision prise par la Cour constitutionnelle, le gouvernement a fait adopter par le Parlement, enfin, la loi a été promulguée par le président de la République, la loi 15/2020 du 27 mai 2024 qui modifie l'article 6 pour permettre de préciser dans le nouvel article 2 et 6 que la déclaration de patrimoine est déposée auprès de la Cour suprême lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Donc, quand nous disons que le président de la République n'a jamais déclaré de patrimoine en 2002, en 2009, en 2016 et en 2021, mais c'est en tenant compte de tout cela. Il y a des gens qui me posent des questions pour dire est-ce qu'au niveau du président de la République, on peut rattraper ça? Je ne sais pas, ils ont le droit. La déclaration de patrimoine doit être faite lors de la prise de fonction. Mais la prochaine prise de fonction, ça sera en 2026. Pour toutes les autres, je ne sais pas comment on peut rattraper ça. C'est une situation pratiquement délicate, etc. Maintenant, quand nous prenons la loi relative à la déclaration de patrimoine, c'est ça qui est plus grave, qui montre que les institutions ne fonctionnent pas. Parce que quand nous prenons l'article 12 de cette loi numéro 4/2019 du 7 février 2019, qui fait l'obligation de déclaration de patrimoine, l'article 12 dit ceci. Tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique
visés à l'article 5, etc., n'ayant pas fait de déclaration de patrimoine ou ayant fait une fausse déclaration de patrimoine ou dissimulé tout ou partie de son patrimoine au moment de la déclaration initiale ou de la cessation de fonction, est puni d'une amende pouvant atteindre le quart de la valeur du patrimoine dissimulé. Mais lorsqu'on constate qu'il n'y a pas de déclaration de patrimoine, posons-nous la question, pourquoi il n'y a pas de sanction? Pourquoi ce laxisme? Pourquoi cette impunité? Dans un contexte où la situation financière nous fait obligation et exige de nous que nous recherchons toutes les niches qui peuvent nous permettre de mobiliser des rentrées financières. Parce que nous avons tellement de problèmes à résoudre. Et essayez de faire le calcul. Et voyez le nombre de tous ceux qui devaient faire des déclarations de patrimoine qui ne les ont pas faites. Pourquoi ils ne sont pas sanctionnés? Cette complaisance est inacceptable. Elle est véritablement intolérable. Et on continue comme ça. Non, on veut continuer à être président. On veut quoi? Mais il faut respecter les lois et les règlements de la République. Sinon, comment envisager? Je pense même à la lettre que le ministre Boulou a envoyée aux communautés religieuses et autres pour les embarquer, semble-t-il, dans la démarche de la paix et du vivre ensemble. Mais est-ce que nous pouvons être dans la paix et vivre ensemble si nous ne respectons pas les lois et règlements de la République? Ça se fait comment? Et pour moi qui prie, si vous n'avez pas la volonté d'appliquer les lois et règlements de la République, si vous n'avez pas la volonté d'appliquer les sanctions qui sont prévues, ça se fait comment? Donc c'est pour ça qu'assez souvent, j'ai déclaré que aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a daigné depuis 2002 déclarer son patrimoine conformément à la loi. L'expérience qui a été faite en 2021 par le Premier ministre Colline Makosso n'était pas conforme à la loi. Et si je me repose sur ce que le Premier ministre Colline Makosso lui-même a fait, il est rentré au gouvernement, je crois, dès l'année 2011 comme ministre de la Jeunesse, je crois. Mais de 2011 à 2021, il n'avait jamais déclaré de patrimoine. Donc, il était en situation de violation des lois et règlements de la République. Et ce sont ces aspects qui sont préoccupants et qui dérangent. Et quand on essaie de les évoquer, on a le sentiment qu'on est comme en train de vouloir attaquer des personnes, etc. Mais parce que les institutions ne fonctionnent pas bien. Et il faut amener les institutions, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale, à jouer véritablement leur rôle de contrôle. Et je vous fais la démonstration là, qu'en matière de contrôle des actions du gouvernement. Mais il y a beaucoup de failles, etc. Mais ça, quand on regarde, ça touche à l'aspect de l'enrichissement illicite, de l'appauvrissement des Congolais et du reste. Et ce n'est pas du tout très intéressant. Maintenant, après ce troisième dossier, le quatrième dossier que nous allons aborder, et sur lequel nous revenons souvent, sur lequel nous allons revenir, etc. Pourquoi nous disons souvent que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi? Le premier aspect que nous évoquons, c'est celui que je viens de vous évoquer. Aucun membre du Parti congolais du travail, citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique, n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi depuis 2002. Et lorsque certains ont cessé leur fonction, ils n'ont même pas fait de déclaration. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je dis non. Le deuxième aspect que je vais aborder, il est relatif à leur congrès de 2019. À ce congrès, qu'est-ce que nous avons relevé de très fort? Mais c'est la déclaration du président du Sénat, qui était à l'époque secrétaire général du Parti congolais du travail et qui a présidé le 5e congrès ordinaire du PCT. La déclaration qu'il avait faite, c'est quoi? Les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution. Les travaux du 5e congrès ordinaire du parti au pouvoir ont été lancés ce vendredi 27 décembre 2019 à Kintélé en présence des délégués venus des 12 départements du pays ainsi que ceux venus de la France. Ce congrès, selon les responsables, vise à raffermir les idéaux et les valeurs du parti au pouvoir dans la discipline et la cohésion. Chers camarades,
L'ambition que nous avons pour notre parti nous interpelle sur le traitement qu'il convient de réserver à l'épineuse question de ses ressources financières. Il nous faut, dans notre réflexion sur l'avenir, mettre en exergue la nécessité d'une autonomie financière du Parti congolais du travail. Les dirigeants du PCT vont aussi profiter de l'opportunité de ce congrès afin de tirer les leçons du passé et envisager de nouvelles perspectives allant dans le sens du développement économique et social du pays. Le congrès dit du cinquantenaire se tient pour célébrer les 50 ans d'existence du parti. Avoir développé une si forte capacité de résilience, on peut vraiment se permettre de parler aujourd'hui de la consécration. Oui, c'est un parti qui entre dans la voie de la sagesse, un parti qui a tout connu dans le pays, un parti qui a l'expérience, l'expertise, la compétence et les ressorts nécessaires pour conduire le peuple congolais vers les cimes rêvées de l'émergence. De nouvelles instances dirigeantes seront mises en place d'ici la fin du 5e congrès ordinaire ce 30 décembre 2019. Le Parti congolais du travail demeure à ce jour le parti politique le plus ancien et le plus représentatif au Parlement avec 95 députés et 51 sénateurs. Qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toutes les responsabilités au sein d'un parti politique. Et là, je vous montre clairement que le président de la République est président du Parti congolais du travail. N'est-ce pas une violation? N'est-ce pas ça la violation de la loi? Mais au-delà de ça, quand nous prenons la loi 20-2017 relative au parti, mais nous tombons sur l'article 26 qui dit quoi? Tous les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et avec ce que je viens de vous dire, en reconduisant ou en faisant du président Denis Sassou Nguesso, président du Parti congolais du travail, le Parti congolais du travail a violé les lois et règlements de la République. Alors, la Constitution, c'est l'acte juridique suprême d'un État. C'est clairement le texte suprême qui se trouve tout en haut de la hiérarchie des normes. Et d'ailleurs, l'ensemble des règles d'un État doivent lui être conformes. Que contient donc la Constitution ? Dans une constitution, on trouve principalement deux types de règles. On trouve tout d'abord les règles qui déterminent la forme de l'État, qui déterminent l'organisation des pouvoirs publics, qui déterminent les conditions d'exercice du pouvoir. Concrètement, la Constitution prévoit ainsi l'organisation politique, en quelque sorte, du pays. Elle précise aussi quel est le rôle et les missions de chacun des organes d'un État. Par exemple, c'est la Constitution qui précise que la France est une république laïque, indivisible, etc., qu'elle est dirigée par un président de la République élu pour 5 ans au suffrage universel direct. C'est aussi la Constitution qui indique que la loi est adoptée par le Parlement selon telle procédure. La Constitution nous informe de quoi est composé le Parlement, en l'occurrence de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle précise par exemple comment sont élus les députés et les sénateurs. Elle parle également des pouvoirs du Parlement, du Premier ministre, etc. En bref, la Constitution fixe les règles d'organisation du pouvoir dans un État. C'est donc le premier type de règles que l'on peut trouver dans une Constitution. Ensuite, le deuxième type de règles que l'on trouve dans une Constitution, ce sont les règles relatives à la protection des droits fondamentaux des individus. En France, c'est la Constitution du 4 octobre 1958 qui fixe les règles d'exercice du pouvoir sous la Ve République. Alors, cette Constitution de 1958 comporte un préambule, une sorte d'introduction, et 89 articles. Dans ces articles, on trouve toutes les règles sur l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, qui c'est le président de la République, le Premier ministre, le Parlement, etc., le gouvernement, etc. Mais dans le texte même de la Constitution, on ne trouve pas de protection à proprement parler des droits fondamentaux. Et c'est la raison pour laquelle d'autres textes fondamentaux, qui protègent, eux, les droits fondamentaux, ont acquis une valeur constitutionnelle grâce à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est notamment le cas de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacre certains droits fondamentaux comme la liberté d'expression, le droit de propriété, etc. C'est aussi le cas du préambule de la Constitution de 1946 qui a été intégré
par le Conseil constitutionnel, le bloc de constitutionnalité, et donc ce préambule de 46, de la Constitution de 46, eh bien, consacre certains droits sociaux, comme par exemple le droit de grève. Tout cela forme ainsi ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Et pour assurer le respect donc de la Constitution, de ce bloc de constitutionnalité, un contrôle est effectué par un organe particulier, le Conseil constitutionnel. Et ce contrôle est appelé donc assez facilement, assez simplement, le contrôle de constitutionnalité. Ces lois ont été votées par un Parlement majoritairement composé par des sénateurs et des députés du Parti congolais du travail. Clément Mierassa n'a rien à voir là-dedans, il n'était pas dans les sièges de ceux qui votaient ces lois. Alors d'où vient maintenant que certains pensent que c'est fait pour l'ennemi, qu'il y a comme, je ne sais pas moi, une odeur. Il n'y a pas de complot. Mais vous adoptez les textes pour que vous les respectez, que vous les mettez tout en œuvre pour les appliquer. Mais là où le bas blesse, c'est quoi? Et là, j'interpelle le ministre de l'Intérieur. C'est l'article 31 de cette même loi sur les partis qui dit quoi? En cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend le parti concerné et procède à la fermeture de ses bureaux, de ses locaux. C'est clair comme l'eau de source. Maintenant, dans la réalité, j'interpelle le ministre de l'Intérieur. Est-ce parce qu'il est membre du bureau politique du Parti congolais du travail? Est-ce parce que le président de la République est président du Parti congolais du travail en violation de la loi? Mais que la loi ne s'applique pas au Parti congolais du travail. Mais c'est eux qui aiment à dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Pourquoi elle ne s'applique pas au Parti congolais du travail? Pourquoi cette différence? Et je rappelle que lorsqu'on prend l'article 15, on dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Quel est cet État où il y a des partis qui... C'est véritablement inacceptable. Véritablement inacceptable. Et malgré le constat que l'on fait, nous allons y revenir plus tard. Chaque fois que le ministère de l'Intérieur sort un texte pour, soi-disant, déclarer les partis conformes ou non, le Parti congolais du travail est en tête de liste. Vous voyez bien que dès lors, tous ces textes sont douteux. Et ils sont soupçonnés de faux et d'usage de faux. Et je crois que c'est un aspect qui doit interpeller tout le monde et sur lequel nous devons nous y pencher. Maintenant, le dossier suivant sur lequel nous allons nous pencher, pour que les choses soient claires dans les esprits des uns des autres, c'est lorsque nous disons, et on peut répondre à la question, pourquoi nous disons que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle? Mais vous avez déjà un aspect que j'ai suffisamment évoqué. Le président de la République n'a pas déclaré son patrimoine. Il ne l'a pas fait en 2002. Il ne l'a pas fait en 2009. Il ne l'a pas fait en 2016. Il ne l'a pas fait en 2021. Donc, nous constatons que c'est une situation extrêmement préoccupante. Situation extrêmement préoccupante. Et dans les explications que nous vous avons données plus haut, nous avons dégagé la responsabilité, enfin, nous avons fait apparaître clairement la responsabilité des gouvernants sur cette situation, notamment sur l'aspect de la déclaration du patrimoine. Les gens me posent les questions, est-ce que cela peut se rattraper? Mais je vous ai pris le texte, notamment l'article 6 de la dernière version. La déclaration du patrimoine se fait lors de la prise de fonction et lors de la cessation de la fonction. Vous voyez bien. Est-ce que ça peut se rattraper? Je dis, relisons les textes, prenons les textes et ayons le courage de voir un certain nombre de choses. Donc, sur cet aspect, je crois que les choses sont claires. Le deuxième aspect, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être creusés, le deuxième aspect sur lequel nous revenons s'agissant du président de la République, c'est que nous disons clairement
Le président de la République ne peut pas être le président du Parti congolais du travail. L'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution est très clair sur la question. Très clair sur la question. Et de sur quoi nous développerons cela plus tard. Mais le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser des élections libres, crédibles, transparentes, démocratiques et apaisées. Ce n'est pas possible. Nécessairement, il y aura comme une volonté de monter en place un système acquis au Parti congolais du travail pour faire en sorte qu'on agisse pour la conservation du pouvoir. Et c'est ce qui s'est fait. Je vous ai pris un exemple, par exemple, que dans la nomination des préfets, et vous en avez beaucoup qui sont des membres du comité central du Parti congolais du travail, qui ont pris part au congrès, donc qui ont conduit, qui ont fait partie de ceux qui ont reconduit le président Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail. Est-ce que ceux-là, ils peuvent franchement agir pour qu'il n'y ait pas la conservation du pouvoir? Je dis non. Il ne faut pas que nous soyons naïfs à ce point. Ce n'est pas possible. L'autre aspect que nous allons aborder s'agissant du président de la République, c'est que dans le serment qu'il a prêté, mais il a prêté entre autres le serment de garantir la paix et la justice à tous. Et nous avons le sentiment, lorsque nous disons que les gouvernants ont pris la responsabilité de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans la crise, ben, on ne peut pas ainsi garantir la paix et la justice à tous. Ce n'est pas possible. On a concédé le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si vous avez les ministres qui ont failli, mais demandez leur départ auprès du président de la République. 5 minutes. Oui, monsieur le président, s'il vous plaît. Je vous en prie, vous avez déjà arrêté mes gars, j'en ai qu'une seule, mais laissez-moi sur ça. C'est dramatique. Quelles sont les perspectives pour comment l'espoir que le président, en parlant des accords avec le FMI, d'ici à ça, surtout qu'ils sont